passer à la thématique suivante, qui est celle du lien entre le parcours de soins et le parcours judiciaire. Et c'est le professeur Irène François de Bourgogne-Franche-Comté. Je mets Porter plainte suite à un viol ou une agression sexuelle s'avère souvent être une deuxième épreuve pour la victime. Première explication, dans 80% des cas, les agresseurs sont des proches. Bonsoir, je remercie les organisateurs de me donner la parole. Donc, je suis psychiatre et médecin légiste. Et effectivement, la prise en charge des personnes agressées relève à la fois du droit médical, enfin du droit et du médical. Ce sont toutes les formes du droit qui sont sollicitées, même si, dans ce qui m'est demandé ici, c'est surtout la partie judiciaire. Le parcours d'une victime... voilà, si ça ne démarre pas, je vais déborder le temps. Commence par une révélation, un appel à l'aide. Moi, je ne sais pas, oui. Qui va se heurter très précocement au discours judiciaire. L'objectif du soin est de préserver cette parole, de la laisser évoluer, de ne pas l'enfermer. Est-ce que la conjonction des deux parcours dont on va parler maintenant permet de protéger cette parole et donc finalement l'identité et l'intégrité de la victime? Je ne sais pas bien. À travers tous les discours, la diversité des intervenants, les mots changent de sens, se perdent, agressent là où il faudrait apaiser. Si on compte tous les médecins, les thérapeutes, les enquêteurs, les avocats, les travailleurs sociaux, les soignants, les associations, ça fait beaucoup de monde que va rencontrer une victime. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'une personne est atteinte dans son intégrité physique et ou psychique, elle va rencontrer à un moment un médecin légiste et un officier de police judiciaire, dans une temporalité qui peut varier selon les circonstances. Si le premier interlocuteur est un OPJ, il va très souvent se saisir de cette parole, en vouloir la primeur, car beaucoup d'enquêteurs pensent que le plus tôt ils auditionnent la victime, le moins il y aura de distorsion et le mieux ils auront d'informations. On peut en débattre, mais on n'a pas toujours la main. Ce premier contact avec le monde judiciaire peut avoir lieu soit dans une gendarmerie, la police, éventuellement au lit de la victime, si son état l'exige. Les enquêteurs qui interviennent sont bien sûr de plus en plus formés à l'accueil des victimes et attentifs aux difficultés. On voit aussi comment ils se sont formés au dispositif Mélanie. Mais cette bienveillance ne doit pas empêcher leur mission. Et leur mission, ça reste le recueil de preuves pour la manifestation de la vérité judiciaire. Et il y a donc toujours une tension entre bienveillance et nécessité d'obtenir des informations de qualité, et ça va être tout le temps de la procédure. Puis, la victime va être adressée à un médecin légiste. Donc là, on passe du côté médical. Alors, quelques mots quand même. Un médecin légiste est avant tout un médecin. Nous ne sommes pas des juristes. Depuis 2011, l'Organisation régionale de la médecine légale prévoit un institut médical légal, une UMJ dans chaque CHU. Et dans chaque UMJ est prévu un temps de psychologue financé par le ministère de la Santé. Ceci est très important. Ça témoigne qu'il y a du soin en UMJ. Alors, on ne guérit pas les gens, on ne les soigne pas, mais on peut prendre soin d'eux. Petit détail aussi, dans nos UMJ, 2/3 des victimes que nous recevons sont vivantes. Et toutes les victimes peuvent être accueillies 24 heures sur 24, mineurs comme majeurs. Non, mais je veux dire, on ne travaille pas qu'avec des morts, quoi. Toutes les victimes. Donc, en ce qui concerne les mineurs, ils peuvent être accueillis dans des lieux dédiés à la pédiatrie. Et il y a un élément très important qui est la circulaire de 1992 qui a créé les cellules d'accueil et de suivi de l'enfance maltraitée, qui sont des dispositifs extrêmement importants et utiles. En Franche-Comté, nous avons 4 parcours dédiés pour les mineurs victimes. Alors, voilà. 4 parcours, il y a les victimes d'agressions sexuelles, les conjugales, les mineurs qui sont à la fois auteurs et victimes, et puis les mineurs isolés. Avec ce médecin légiste va avoir lieu le premier examen médical. Là encore, on est en tension.
il doit être exhaustif, cet examen. Si on rate une constatation maintenant et que dans 6 mois, la victime dit « oui, mais j'avais aussi mal au genou, je vous l'ai dit, vous ne l'avez pas noté », c'est catastrophique. Donc, on doit être complètement exhaustif. L'objectif de cet examen, c'est de matérialiser les blessures, en les matérialisant, de confirmer à travers leur existence la réalité de l'agression. Donc, c'est déjà très ambigu comme quoi. Et c'est un moment particulier, car enfin, le discours ou le corps de la victime devient une sorte de scène de crime où on va chercher des éléments de véracité, des éléments de procédure. Cet examen est parfois long, fastidieux, mais nécessaire. C'est aussi un examen difficile, surtout pour les femmes, lorsque ce sont des violences envers les femmes, qui à la fois, on atteste des coups qu'elles ont reçus, mais en même temps, elles réalisent les coups qu'elles ont reçus. Et c'est souvent des moments très, très tendus. Il y a là de toute façon une tension, car il faut à la fois être à l'écoute de la personne que l'on examine, entendre ce qu'elle dit sans jugement, mais aussi obtenir, pour la meilleure prise en charge, des informations qu'elle n'a pas forcément envie de nous donner, et notamment tout ce qui tourne autour des circonstances de l'agression. Dans ce premier examen, le médecin légiste travaille dans l'instant pour la victime, mais on a aussi en perspective ce qui peut se passer aux assises dans 3 ans. Ce qui peut expliquer parfois qu'on soit un peu, un peu tatillon, de toujours bien être sûr qu'on ne rate rien. Le médecin légiste n'est pas seulement un médecin de constat. On doit aussi évaluer les besoins en matière de soutien psychologique, hébergement, restauration dans les droits, aide juridique, etc. Nous avons tous des partenariats, des conventions avec les associations d'aide aux victimes compétentes, d'aide aux victimes ou d'associations spécialisées. Une fois que la victime elle a vu l'OPJ, le médecin légiste, il va y avoir un temps de retrait. C'est un temps pendant lequel l'OPJ va faire son rapport, le médecin légiste va faire son compte-rendu, et tout cela va arriver sur le bureau du procureur de la République. Et là, il y a un moment extrêmement tendu, parce que nous avons été dans le discours, dans l'échange, et là, tout d'un coup, il y a une décision qui est prise par le procureur de la République. Je classe ou je classe pas, je poursuis pas, je qualifie l'infraction. Ça, c'est son boulot. Il se peut qu'à ce moment-là, tout s'arrête si le procureur de la République décide de classer sans suite. S'il décide d'aller plus loin, d'ouvrir une information, de désigner un juge d'instruction, alors c'est encore autre chose qui va démarrer. C'est-à-dire que nous allons tous travailler, je dirais, pour la vérité auprès de la victime, mais aussi de l'auteur, mais chacun dans son coin. C'est-à-dire que du côté judiciaire, ça va être les enquêtes de proximité, les vérifications diverses, les investigations, la désignation des experts, l'attente des rapports d'expertise, l'attente des analyses d'ADN, de toxico, de tout ce que vous voulez, éventuellement des reconstitutions et des compléments d'expertise. Côté médical, pour la victime, c'est le temps du début de la prise en charge. Elle commence à se soigner, elle réalise un petit peu ce qui se passe. Sur le plan médico-légal, c'est le temps des expertises qui concernent autant les auteurs que les victimes, expertises qui peuvent se répéter ou se ressembler, imposant une répétition de ce qui a déjà été dit. Car, sauf s'il y a un collège d'experts, c'est-à-dire le juge nous dit « je vous nomme tous les 3 pour débrouiller cette affaire », il n'y a pas d'échange entre les différents experts nommés. Lassitude, appauvrissement du discours guette, et c'est là qu'on a des discours tout prêts pour les experts. On a des gens qui nous dictent notre compte-rendu. Quand ils en ont passé 2-3, ils savent tout par cœur. Et c'est très difficile. Alors, ce n'est pas toujours, mais enfin, avec cela, on a beaucoup de mal à avancer. Le travail médical et judiciaire se font sans réel échange, chacun ayant ses missions et ses contraintes. Je voudrais vous dire 2 mots de l'expertise. Elle arrive toujours au mauvais moment pour la personne concernée. C'est un événement toujours perturbant. Les gens, ils arrivent en ayant peur d'être jugés, peur d'être obligés de tout raconter, disent qu'on n'a pas dormi. « Ah, on commençait juste à moins y penser ». C'est notre lourde charge, médecin légiste, que d'offrir dans ce cadre de l'expertise une possibilité de parole, en tout cas un temps d'échange aussi naturel que possible. À nous de savoir expliquer pourquoi il faut cette expertise, mais aussi de demander les procès-verbaux qui vont nous permettre de ne pas tout faire répéter. Combien de fois, rien qu'en disant à la victime « Vous inquiétez pas, ce que vous avez dit à la police, je l'ai lu, je le sais, on va parler de comment vous allez maintenant », on arrive à faire déjà beaucoup baisser la pression. Ça ne résout pas tout, bien sûr, mais enfin, au moins, on n'aggrave pas trop.
Et puis après, il faut se demander, la rédaction du compte-rendu, c'est un exercice particulier. On se demande toujours si on a retenu ce qu'il fallait ou pas, si on n'a pas raté quelque chose, comment ça va être interprété. Car le compte-rendu, contrairement à tous les certificats médicaux que l'on peut faire dans la vraie vie, ce compte-rendu va être diffusé à toutes les parties. Et il va être lu non pas avec un regard médical, mais avec un regard de procédure. Et évidemment, forcément, pas bienveillant pour celui qui n'avait pas envie que ces choses-là soient écrites. Donc, je ne pense pas que l'expertise puisse être thérapeutique, sauf cas particulier, mais elle ne devrait pas aggraver la situation. Et elle peut se situer dans le prendre soin par l'attention portée à la personne, à ses besoins et attentes. Je dis toujours à mes jeunes, l'expertise, on ne va pas faire des miracles, mais la personne est en miettes, on va essayer de ne pas disperser encore plus les miettes. Si déjà on arrive à les rassembler un petit peu, on n'a pas perdu notre temps. On ne peut que constater, non, je crois que c'était un problème de temps, à travers toutes ces étapes, la difficulté à préserver quelque chose de vrai et de sincère de l'ordre de la parole, à ne pas laisser la victime s'enfermer dans un discours stéréotypé qui va lui servir de carapace, mais ne lui permettra pas d'évoluer. Et puis, un jour, c'est le procès, on est convoqué. Le délai pour les cours d'assises, c'est de 2 à 10 ans dans mon expérience. Donc pensez bien quand ça vient 10 ans après. Et là, il y a les associations qui sont très aidantes, il y a les avocats qui aident aussi les gens. Et alors là, tous les protagonistes qui avaient travaillé séparément dans l'ombre vont apparaître sur scène, voilà, dont le médecin légiste d'ailleurs qui va réapparaître aussi. Et tout ce qui était secret devient public. Le médecin est convoqué par le juge quand même pour expliquer ce qu'il a constaté, répondre aux questions. Les enquêteurs, sans leurs notes, nous on a droit aux notes, les enquêteurs n'ont pas droit à leurs notes, doivent réciter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté tel jour, telle heure, 2 ans, 3 ans avant. C'est un moment où tout le monde est présent, d'accord, mais chacun doit rester à sa place. On parle quand on y est invité, et si on veut revenir à l'avance que l'autre il a dit quelque chose qu'on voudrait revenir, c'est pas possible si le président ne nous y autorise pas. S'il n'y a pas d'appel, les choses s'arrêtent là. Et on passe éventuellement à l'indemnisation du dommage. S'il y a un appel, l'année suivante, on recommence tout. Et là, c'est vraiment très, très dur pour les victimes. On constate donc bien que le droit et le soin se côtoient, s'affrontent parfois, se frottent, mais dans une espèce de chorégraphie où victime comme auteur ne se retrouvent pas toujours. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un parcours de soins et un parcours judiciaire. Il y a un parcours avec des étapes qui se succèdent, qui s'échangent, qui circulent les unes les autres, où les enjeux et les missions se mêlent, mais ne se rencontrent pas toujours. Je finirai en souhaitant 2 points de travail qui m'ont été... deux choses. Premièrement, l'accès aux unités médico-judiciaires. Actuellement, le maillage du territoire dépend beaucoup d'initiatives individuelles. Et ces initiatives sont souvent portées par des gens bien formés, dynamiques, mais il y a des choses à caler. Et je pense qu'il faudrait revoir ce maillage et l'inscrire très clairement dans le cadre de la circulaire de 2012 qui prévoit des sites de proximité pour les unités médico-judiciaires. J'appelle aussi de mes voeux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient créer des unités médico-judiciaires pour enfants. C'est une bonne idée, mais il faudrait quand même, si c'est médico-judiciaire, qu'il y ait un médecin légiste qui ait un regard. Mais ça, je prêche pour ma paroisse, mais je le dis quand même. Le deuxième point qui est important concerne l'évaluation des victimes. Et là, on est vraiment sur le lieu de collision du soin et du droit. On sait tous décrire, repérer des blessures physiques ou psychiques chez nos patients. Là, il n'y a pas de problème. Sauf que très rapidement, et trop rapidement, on vous dit, alors docteur, l'ITT, elle est de combien? Il faut une quantification. Et cette quantification, elle est très difficile. Alors, c'est la fameuse incapacité totale de travail. Je parle du pénal, instauré en 1810, qui concernait initialement que les blessures physiques. Actuellement, l'ITT, et c'est une convention, donc c'est ni bien ni mal, mais il faut quand même savoir que la durée de l'ITT ne traduit pas forcément la gravité vitale de la blessure. Quelqu'un qui a une rupture de rate est en danger vital, mais il va sortir de l'hôpital plus vite
et il va se récupérer beaucoup plus vite que quelqu'un qui a une fracture du bassin. D'accord? Donc en termes de... Voilà. Autre chose, l'évolution des techniques, en particulier chirurgicales, nous conduisent vers une diminution des durées d'ITT. Et ça, c'est très important parce qu'on peut croire que les blessures sont moins graves. Elles sont toujours aussi graves, mais on a des moyens techniques beaucoup plus performants pour en diminuer l'empan sur la vie des gens. 2012, la Haute Autorité de Santé recommande que dans l'évaluation de l'ITT soient incluses les conséquences psychiques des agressions. L'ITT psy. L'ITT psy, alors, on ne devrait pas entendre parler de ce terme-là. Il faudrait déjà qu'on précise que, enfin, je suis une élève de M. Védrine, qui nous disait que c'est l'incapacité de tout travail psychique. C'est-à-dire que c'est notre psychisme, celui de la victime ou de l'auteur, peu importe, qui est dans l'incapacité de fonctionner normalement. Il ne fonctionne pas du tout, trop, pas assez, de façon discordante, etc. Donc je pense que déjà, plutôt que de retentissement psy, comme on l'entend beaucoup, réfléchir déjà à ce que c'est que l'incapacité de travail psychique. D'autre part, on a maintenant assez d'expérience, tant dans nos UMJ que sur les attentats, que l'ITT... Alors, je comprends aussi la nécessité que toute personne qui est passée en CUMP sorte avec un certificat médical initial et une ITT. Mais l'ITT en sortie d'UMJ comme ça, de CUMP, pardon, elle ne reflète pas le psychisme, c'est mouvant, ça bouge, il y a des moments où on va bien, des moments où on va moins bien. Ce n'est pas la linéarité d'une consolidation, d'une fracture, le travail du psychisme. Et donc là, voilà, on peut continuer à faire des ITT psy juste en sortant du dispositif, mais il faut savoir que ça ne donne pas une vraie image de l'état psychique de la personne. C'est un point sensible et je pense, je dirais même une question de justice et d'équité dans les évaluations, car de l'ITT pénale initiale vont dépendre énormément de droits auxquels auront ou pas accès les victimes. J'espère vous avoir convaincu que droit et médecine cohabitent et sont indissolublement liés dans le parcours des victimes. Les centres peuvent être des lieux où on apprend à mieux se connaître, notamment entre magistrats, juristes, associations. Cette semaine, il y avait une histoire compliquée. Ça montait un petit peu en mayonnaise avec la procureure de garde. J'ai laissé passer, j'ai attendu que la garde tourne. Et après, j'ai pu avoir un procureur avec qui j'ai 20 ans de travail en confiance. J'ai réglé le problème en 2 coups de fil. Alors que, voilà, et je pense que ces cohabitations, ces échanges sont vraiment indispensables dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que nous devons aussi faire évoluer nos pratiques et nos réflexions dans l'intérêt des personnes qui viennent vers nous en confiance. Et je remercie les organisateurs pour cette très belle journée. On a juste le temps d'une question, s'il y en a une, madame. Non, il n'y en aura qu'une, je suis désolé, madame. Là, on est à la limite de la tolérance du temps. Bonsoir, Marie-Christine Milcan, Traumapsy. Je suis assez curieuse de savoir quelle est la définition d'une ITT psy, de la manière dont on peut en parler quand on parle de total. Alors, vous entendez là? Oui. C'est parce que... Je pense que c'est par mimétisme, mais bon. C'est par mimétisme avec l'incapacité totale de travail telle que définie par la Cour de cassation en 1982. Ça, je comprends bien. Comment? Je comprends bien. Voilà. Mais ça n'a... Voilà, quelqu'un vient de dire ça n'a pas de sens. Alors écoute, oui, mais je comprends bien que vous soyez dans la même position que moi pour l'apprécier. Ça, j'en suis bien certaine. Mais voilà, en même temps, comme vous avez tout à fait dit, l'évolution psychique est vraiment très lente, elle est différente selon chaque personne, etc. Et c'est difficilement jugeable. Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un, enfin, qu'il soit affecter un barème, ou je ne sais pas si c'est possible de faire, pour que ce concept soit véritablement encadré, parce que je pense qu'il peut donner lieu
à beaucoup d'interprétations diverses qui peuvent parfois désavantager une personne plutôt qu'une autre. Non, enfin, je ne sais pas, c'est juste une idée. Vous prêchez une convaincue. Et oui, je me doute. Ça fait des années qu'on réfléchit à ça. Est-ce que ça pourrait être une mission du CN2R? Pas tout seul. Pas tout seul, parce qu'il y a quand même une notion qui est dans le code pénal. Oui. Voilà. Et le code pénal, je pense pas que... Alors, je pense qu'on peut co-construire des critères d'évaluation, peut-être. On peut y réfléchir. On avait essayé déjà à Strasbourg de faire des catégories ABC, etc. Mais il leur faut, mais vous savez, ces caricaturales-là, mais quand on demande l'ITT d'un bébé secoué, ça n'a pas... voilà. On est aussi... Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que c'est le thermomètre qu'on a pour essayer de classifier les conséquences des agressions, en gros. Seulement, j'ai l'impression que le thermomètre, il n'a pas de graduation. C'est pas le mien. Non, certes non, mais je veux dire que ce thermomètre n'a pas de graduation, finalement. C'est bien pour ça que je mets ça sur le tapis, mais c'est un travail, ça fait des mois qu'on en parle, depuis 2012, si vous voulez, qu'on n'arrête pas d'en parler, de cette question-là, et qu'on a beaucoup... Chaque fois que j'ai l'impression qu'on va trouver une solution, en fait, elle ne fonctionne pas. Je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est pour moi le message qui est important à faire passer, c'est que on n'a pas de bons outils, on n'a pas d'outils adaptés à ce qu'on veut mesurer, et qu'on en est conscient et qu'on essaye d'avancer. C'est bien. Donc un jour, il y en aura un. C'est tout. J'espère. Oui. Merci beaucoup, voilà madame. Une perspective. Merci. Nous allons clôturer cette session. Merci au professeur Irène François.